Les êtres humains ont mangé des insectes et des cultures hydroponiques depuis le début des temps. Mais l'élevage pour des insectes est nouveau, avec un potentiel extraordinaire tant pour les animaux que pour l'alimentation humaine. L'élevage des insectes vient des déchets organiques de l'agriculture. Ils deviennent des aliments en protéines pour les humains et les animaux rapidement. Les déchets des insectes servent d'engrais. C'est là l'économie circulaire. Les insectes, leur élevage et l'hydroponie n'ont pas besoin de terrain arable ni de beaucoup d'eau, ce qui est économique là où les ressources sont limitées. Ces technologies alimentaires offrent nutrition et peu de déchets, ce qui est bon pour l'environnement et le climat, et réduit les dépenses. Cela crée des emplois pour les jeunes et les femmes. Par exemple, Talash, qui est une PDG au Kenya, qui fait de l'élevage des mouches noires. Le monde a besoin d'alimentation durable et nutritive. L'élevage des insectes et l'hydroponie, c'est là la promesse. Bonjour, je vous accueille aux insectes, leur élevage et l'hydroponie en Afrique. C'est une nouvelle économie alimentaire circulaire. Nous sommes en direct à la Banque mondiale et ce, en anglais et en français. Nous sommes ici pour parler de l'élevage des insectes, de l'hydroponie, pour améliorer la sécurité alimentaire dans un climat qui change. Je me présente, Simon Toulette, journaliste à la BBC, et je suis chargé de ces différentes questions. Et je suis absolument ravi d'être l'animateur de cette manifestation. Si vous souhaitez envoyer des tweets et nous donner votre opinion, hashtag Future of Food. Nous allons aujourd'hui parler d'une grande difficulté, c'est-à-dire 2 milliards de personnes de plus sur la planète dans les 30 ans à venir, 2 tiers en Afrique d'ailleurs. Et alors que ces populations se développent, le monde doit trouver de nouvelles façons d'alimenter davantage et de façon nutritive sans dépasser nos ressources naturelles. Un nouveau rapport de la Banque mondiale nous dit que l'élevage des insectes et l'hydroponie serait éventuellement l'une des solutions les meilleures. La manifestation d'aujourd'hui va commencer par une intervention de Jürgen Wegele, vice-président pour le développement durable de la Banque mondiale. Ensuite, nous avons Dottie Werner, qui est chargé du rapport sur le sujet et sur l'économie circulaire alimentaire. Nous allons en parler, nous allons nous tourner vers l'avenir et nous avons des modérateurs, des invités, des entrepreneurs des insectes au Kenya et des représentants de l'ONU et de la Banque mondiale. Quoi qu'il en soit, je m'en tiendrai là, nous allons commencer et nous accueillons M. Wegele qui va nous donner le contexte de notre discussion d'aujourd'hui. Merci, bonjour, bon après-midi, merci Simon de cette présentation. Je suis absolument ravi d'être avec vous pour parler de l'élevage des insectes et de l'hydroponie. Je suis ravi de voir que la Banque mondiale a de nouvelles expériences pour la durabilité des emplois et bien sûr de nouvelles pratiques, de nouvelles idées pour produire de l'alimentation nutritive de façon durable. Vous l'avez vu dans la vidéo, c'est tout nouveau pour la consommation en hydroponie et pour les insectes. C'est des nouvelles technologies, des nouvelles façons de développer de nouveaux modèles financiers qui sont absolument essentiels et qu'il faut étudier pour faire avancer cet élément. Donc, le cycle de la dégradation de l'environnement, des prix alimentaires, des pressions sur les océans, etc., tout ceci, c'est ce que nous voyons depuis des années, c'est le résultat du changement climatique et également de pratiques non durables. Ce cycle est mauvais pour le monde entier, mais également pour la nutrition. Et vous avez lu que selon l'ONU,
la faim va ravager le monde et des millions de personnes, notamment par le changement climatique. Mais il y a également tout un élément d'agriculture et de pratique qui vont renforcer le système alimentaire. Alors, la plantation d'arbres et autres, je suis sûr que vous en avez entendu tous parler, et donc tout ceci pour pouvoir réduire les émissions, améliorer les pâturages, renforcer la gestion des terres, etc. Donc, ces différentes techniques existent, certes, et qui seront disponibles pour pouvoir réduire ces difficultés. Ces technologies ne sont pas heureuses d'ailleurs, et c'est-à-dire qu'elles travaillent avec la nature plutôt que contre. C'est une synergie et qui nous donne davantage de possibilités. L'élevage des insectes est un élément de ces pratiques pour des protéines de haute qualité, moins de ressources, aucun impact sur l'environnement, et ceci donne aux animaux, par exemple, une alimentation qui représente ce qui signifie en fait le développement durable et vert. La deuxième raison pour laquelle je m'intéresse au sujet, c'est bien sûr les emplois que cela donne. Le marché de l'emploi, 8 milliards de dollars d'ici 2030, et c'est une sous-estimation, ce qui représente 24% de croissance dans les 10 années à venir. L'Afrique, bien sûr, étant son climat et sa position du marché du travail, est tout à fait bien positionnée. Et c'est ce dont nous allons parler tout à l'heure. L'Afrique a d'ores et déjà de l'hydroponie sur 850 éléments et donc de nouvelles entreprises sont créées sur l'innovation de la technologie alimentaire et je suis ravie que ce sont des Africains qui sont à la pointe de ces technologies. Donc nous allons penser, nous allons en parler, nous allons y réfléchir pour que l'hydroponie et que l'élevage des insectes fasse partie intégrante de l'innovation, de l'alimentation, avec un changement profond dans le système alimentaire dans le monde entier. Et ces deux éléments font partie de ces solutions. Eh bien, merci. Je suivrai ces discussions avec grand intérêt. Je vous repasse la parole. Merci, Jürgen. Jürgen Vogele, vice-président de la Banque mondiale pour le développement durable. Voyons maintenant en détail le potentiel de l'élevage des insectes et de l'hydroponie qui nous vient de l'auteur du rapport. Merci Simon, merci Jürgen de cette présentation. Ce rapport sort des presses. Je vais passer au PowerPoint, ce sera plus rapide. Je vais vous partager mon écran. J'espère que la technologie va aller dans le bon sens cette fois-ci. Si je vous disais qu'il est possible de nourrir le monde entier par ces moyens sans surpasser nos ressources, il serait sans doute possible de donner de la nutrition aux 10 milliards de personnes qui seront nées au monde d'ici 2050. Et c'est un potentiel qui n'a pas encore été sondé. Nutrition, améliorer les systèmes alimentaires, et ce sera une économie circulaire alimentaire. Et ensuite, ce n'est pas davantage d'eau ni de terre, mais surtout cela améliore la résilience du climat et avec des emplois et des emplois à faible intensité de carbone. Le système alimentaire en Afrique ne peut pas nourrir tout un chacun. Depuis 2014, la production alimentaire chute. Et en 2021, l'an dernier, 240 millions d'Africains ont connu la faim dans des pays particulièrement touchés par les fragilités et les conflits, et donc où 29% n'ont pas eu suffisamment d'alimentation. C'est un statu quo et donc la détérioration va se poursuivre pendant 10 ans encore. Les nouvelles technologies font partie de la solution pour améliorer la sécurité alimentaire et de meilleures politiques également. Donc, pour l'agriculture hydroponique, c'est là la grande technologie qui, en dehors de la promesse de solutions pour le renforcement du système alimentaire, cela améliore la nutrition et diminue l'impact sur l'environnement de l'alimentation.
Il nous faut nous détourner de cette production linéaire et aller vers le circulaire, ce qui renforcera le système alimentaire et alimentera davantage, mieux en nutrition, créera des productions et des emplois dans l'agriculture et dans la chaîne alimentaire, réduira également l'empreinte carbone. Alors, la technologie hydroponique est économique par rapport à l'agriculture ordinaire. C'est pourquoi ces technologies peuvent réussir dans les zones qui ont trop peu de ressources en eau, en terre. C'est pourquoi ces technologies sont économiques et ce, dans les communautés qui ont peu de ressources. Alors que nous améliorons la sécurité alimentaire, nous allons développer le menu des aliments pour la nutrition. J'ai eu la possibilité d'avoir des repas nutritifs dans le monde entier. Et donc, 90% au Zimbabwe, des populations au Zimbabwe mangent des insectes. En Corée, on m'a montré comment l'on pouvait faire des ingrédients dans les desserts. En Inde, des secrets m'ont été montrés, et ce pour des fourmis et également avec d'autres insectes. Et donc, ceci est difficile, certes, à cuire, mais nous avons 20 000 insectes ou types d'insectes, mais seulement 200 sont consommés. Les insectes sont délicieux, nutritifs, et c'est des protéines de très haute qualité. Les insectes ont 9 aminoacides digestibles, et donc c'est du calcium, du fer, des micronutriments qui sont nécessaires en Afrique notamment. En 5 grammes de protéines d'insectes par jour réduit le risque de déficience vitaminique pour les personnes. Il y a donc deux possibilités ici pour les insectes. Les insectes ravageurs dans le sol, par exemple, les insectes que vous voyez ici ne sont possibles que quelques fois dans l'année. Et donc, on peut réduire la biodiversité des insectes notamment. Et au niveau mondial, 40% des insectes vont vers l'extinction à l'heure actuelle. Deuxièmement, il y a une question de sécurité de la consommation de ces insectes-là. Les insectes sauvages sont ravageurs, y compris ceux qui ont été détruits par les pesticides. Les insectes ont des éléments qui peuvent être dangereux pour la santé humaine. Alors, il nous faut produire des insectes plutôt que de les recueillir. L'élevage des insectes nous donne toute l'année une production, et donc il n'y a pas de produits chimiques dans ces insectes et donc dans l'alimentation. Nous pouvons élever des insectes comme le bétail. Et ces différents insectes sont des petits bovins, si vous voulez, mais ils réduisent les émissions. Le bétail donne des protéines, certes, mais d'élevage. Nous avons 2100 types d'insectes, et 25% de ces insectes sont consommés en Afrique. Mais nous n'élevons que 20 types d'espèces d'insectes, malheureusement. L'équipe et moi, nous avons recueilli des données dans 13 pays africains sur l'élevage des insectes, et ce, dans 850 entreprises en Afrique. Tous les ans, nous voyons une augmentation du nombre d'entreprises qui s'ouvrent et d'élevage en Afrique. L'Exim Bank estime que le marché des insectes, et pour le fourrage notamment des animaux, sera de quelques 8 milliards de dollars, et en particulier si l'Afrique prend en main cet élevage. Très bien. Peut-être que tout un chacun ne voudrait pas manger des insectes dans un hamburger, mais le poisson, disons les poulets, s'ils en étaient alimentés, oui, le fourrage pour
animaux est l'une des principales sources d'alimentation plutôt que le soja. Alors, le poisson nourrit le poisson aujourd'hui. La plupart des poissons nourrissent les poissons. Ça n'est pas durable, je dirais. Le soja a besoin de terres arables pour se développer. Si nous réduisons le soja dans l'alimentation alimentaire, nous pourrons réduire la déforestation. Et l'élevage d'insectes peut nous donner beaucoup de protéines. En un an, un acre peut donner plus de protéines que 3000 acres de terre et 360 acres de soja. Un acre d'élevage d'insectes. Et ainsi, les insectes peuvent remplacer le soja et peuvent être donnés aux animaux. À quoi ressemble un élevage d'insectes? Des larves peuvent, les mouches soldats noirs peuvent se reproduire rapidement dans ces volières. Combien de temps est-ce que cela prend pour élever un poulet ou produire une tonne de soja? Cela dépend, mais nous savons que les larves de mouches soldats noirs peuvent être reproduites en 2 semaines sans aliments. Et la demande d'alimentation accroît en Afrique rapidement, surtout pour les animaux. Et au cours de la dernière décennie, au Kenya seul, la production d'alimentation animale a triplé. 16 insectes sont élevés dans certains pays africains, notamment les mouches soldats noirs et 2 autres. Et 81% des éleveurs d'insectes qui produisent des insectes en Afrique maintenant produisent des insectes pour la consommation humaine. Qu'est-ce que ces insectes mangent? Ils peuvent manger des déchets biologiques, y compris des déchets de ménage, des déchets agricoles et des déchets industriels. Ces insectes peuvent être, les déchets des insectes peuvent être utilisés comme engrais. Les insectes donnent des protéines et de l'huile qui peuvent servir d'alimentation pour les êtres humains ou pour les poulets et les poissons. Les gens achètent des aliments, ils produisent des déchets qui peuvent être donnés aux insectes. C'est une économie circulaire. Ainsi, nous pouvons utiliser ces déchets biologiques. Les insectes peuvent aider à réduire les déchets, surtout dans certaines communautés. Et certaines personnes auxquelles nous avons parlé en Afrique rurale nous ont dit que depuis qu'ils ont commencé à produire des insectes, leurs communautés sont plus propres. Vous voyez ici la chaîne de valeur pour ces insectes consommables. Vous voyez la production. C'est comme toute protéine animale, mais cela est nouveau. Donc, tous les éléments ne sont pas encore développés, y compris les règlements nécessaires. Le développement de systèmes de production d'insectes et le coût sont déterminés par divers facteurs. L'échelle de l'opération, le coût est déterminé par la main-d'œuvre et les coûts des intrants. Des petits élevages d'insectes peuvent aller de pair avec des élevages industriels. 76% en Afrique des élevages d'insectes sont petits et 4% sont des élevages de grande envergure. Ainsi, cet élevage est bon aussi bien pour les femmes que les hommes. En Afrique, 12% des éleveurs ont moins de 30 ans et plus de 32% ont plus de 60 ans. Les insectes ont un énorme appétit.
à mètre carré d'insectes pour consommer jusqu'à 15 kilos de déchets biologiques par jour. En plus, ils convertissent ces déchets en protéines. Nous avons vu que la moitié des éleveurs d'insectes en Afrique utilisent des déchets de ménage, des déchets végétaux et autres. D'autres utilisent des déchets tels que des déchets des brasseries qui ont beaucoup de teneur en protéines. En Afrique, la moitié des éleveurs disent qu'ils élèvent des insectes pour produire un revenu. Au Ghana, un éleveur peut rembourser son capital initial en 127 jours. Je ne suis pas experte en matière d'industrie, mais je sais qu'il y a peu d'entreprises où vous pouvez rembourser votre investissement initial en 6 mois. En Thaïlande, des petits élevages produisent plus de 2000 $ par an. Et donc, tous les éleveurs ont connu plus de demandes et 59% des éleveurs d'insectes ont connu des prix plus élevés que l'année antérieure. Et 50% ont connu un prix plus élevé de 50% que l'année antérieure. C'est tout à fait impressionnant. Dans la plupart des pays, les protéines insectes sont faibles par rapport au soja ou aux poissons. Mais maintenant, le prix des insectes se trouve en dessous des prix du soja. Quel est le potentiel en Afrique pour l'élevage des insectes? Si nous recueillons des déchets biologiques et nourrissons des mouches soldats noirs, nous pouvons créer des emplois et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Sur la base de ce modèle d'économie, dans 10 économies en Afrique, nous pensons que l'on pourrait recueillir 30% des déchets de l'agriculture qui pourraient produire 200 millions de tonnes de déchets et pour nourrir ces mouches noires. Cela donne à des engrais biologiques et nous pourrions générer 60 millions de tonnes d'engrais en utilisant ces déchets. Deuxièmement, nous pouvons utiliser les protéines des larves des mouches soldats noirs pour le convertir en alimentation animale. Et cela pourrait répondre à 14% des besoins en protéines annuelles en Afrique aujourd'hui. Et il y a des avantages économiques lorsqu'on produit des insectes. On pourrait produire 15 millions d'emplois qui soient bons pour le climat en Afrique. Et comme je l'ai dit, cela est bon pour le climat. Le fait de réduire les émissions de gaz à effet de serre est une des clés ici. Ainsi, si nous nourrissons ces larves de mouches soldats noirs et nous les transformons ensuite en alimentation animale, nous pourrons réduire 86 millions de tonnes d'émissions équivalentes en CO2. Et ça, chaque année, c'est comparable à la réduction de 18 millions de voitures par an. Donc, quel est l'avenir pour la technologie en matière d'élevage d'insectes et d'hydroponie? Nous proposons d'organiser cet élevage en 2 phases. D'abord, établir un pilote et aider à établir cette industrie, établir le cadre réglementaire et autres, et après avoir une montée à l'échelle. Le rapport vous dit comment le faire. Donc, pour résumer, avec l'élevage d'insectes et l'hydroponie, nous n'aurons pas besoin de terres arables ni d'eau.
et nous pourrons améliorer le système alimentaire et nous rapprocher d'une économie circulaire. Deuxièmement, améliorer la nourriture animale et également réduire la malnutrition, et améliorer les revenus des éleveurs et de la chaîne de valeur, et puis réduire l'empreinte de l'agriculture sur la planète, notamment la déforestation, la dégradation des sols. Ensuite, nous allons réduire le besoin de devises en réduisant les importations d'aliments et d'aliments animaux. Il est possible de nourrir tous les habitants de la planète. Et je ne dis pas que tous les humains doivent manger des insectes. On peut donner ces insectes au bétail ou aux poissons. Mais si vous n'avez jamais mangé des insectes enrobés de chocolat, vous avez vraiment raté quelque chose. Donc, je tiens à remercier maintenant les autres auteurs de ce rapport. Je remercie les équipes pays qui m'ont aidé à recueillir ces données qui étaient difficiles pendant le Covid. Je remercie Marc, Mathilde et Jürgen qui ont soutenu cela. Et je remercie l'Agence de développement rural de la Corée. Et finalement, je vous remercie de votre attention. Merci, Dorothée. Certaines de ces recettes me semblaient très bonnes. La présentation et le rapport de Dorothée nous expliquent que l'élevage d'insectes et l'hydroponie peuvent être très utiles pour l'alimentation des êtres humains et des animaux en Afrique et ailleurs, et cela permet d'améliorer le revenu et protéger l'environnement. Nous allons maintenant donner la parole à certains experts dans ce domaine. Nous allons accueillir, en plus de Dorothée Werner, Martin van Nieuwkoop, qui est directeur mondial du pôle agriculture et alimentation de la Banque mondiale, Raoul Mazou, haut-commissaire assistant chargé des opérations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et en dernier lieu, mais non des moindres, Talash Hubière, directrice générale PDG d'Insecti Pro à Nairobi, au Kenya. Talash, nous allons commencer par vous parce que vous êtes sur le terrain en train de mettre ceci en pratique. Vous avez un élevage d'insectes en Afrique. D'abord, comment est-ce que vous êtes entré dans cette entreprise? Comment avez-vous commencé à élever des insectes? Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Donc, je suis Talash Schubert et je suis éleveur, comme vous l'avez entendu. Nous avons commencé en 2018. J'ai un diplôme en agriculture parce que je pense que tout le monde doit manger. Et ensuite, j'ai pensé, après avoir obtenu mon diplôme, qu'il fallait commencer l'élevage des poissons. Le son a disparu. Mais quand nous avons vu les coûts d'élevage des poissons, nous avons vu qu'au Kenya, nous avons une main-d'œuvre à bon marché, un bon climat, mais les coûts étaient trop élevés de la production de poissons. Pourquoi? En raison de l'alimentation de ces poissons. Au Kenya, l'alimentation des poissons représente 60 à 80% des coûts de la production. En Europe, c'est 50%. Donc, c'est plus que presque le double par rapport aux coûts en Europe et en Asie. Ça, c'est en raison des protéines. Comme Dorothée l'a dit, on utilise soit de la farine de poisson ou du soja. En ce qui concerne la farine de poisson, les gens mélangent du sable dans les sacs et le deuxième produit, c'est le soja. L'Afrique de l'Est ne produit pas de soja, donc nous ne produisons pas suffisamment de soja pour l'alimentation des poissons et la consommation humaine. Donc, il a fallu les importer. Et à ce moment-là, cela représente des coûts. En plus, si vous considérez la logistique qui n'est pas toujours très bonne, s'il faut que la marchandise quitte le port pour arriver en ville, c'est très difficile. Donc, nous avons pensé produire des protéines
en bout de chaîne d'approvisionnement. Donc, nous avons mené un sondage en octobre 2018. Y avait-il suffisamment de déchets et est-ce qu'on s'intéressait à cette industrie? Est-ce qu'il y avait suffisamment de déchets? Nairobi produit 250 000 tonnes de déchets biologiques par jour, pardon. Et y a-t-il suffisamment de demandes? Il y a 250 producteurs de poissons à Nairobi et le son a disparu. Donc, il y a demande, il y a des possibilités. Interruption de l'allocution de madame. Talash, nous avons quelques problèmes de ligne. J'espère que madame va pouvoir revenir en ligne. Très intéressant ce que vous nous disiez en ce qui concerne la logique pour cet élevage. Nous allons revenir dans quelques instants. Peut-être que je pourrais faire intervenir M. Martin Van Nukop, directeur pour l'agriculture de la Banque mondiale. Et on vient de nous parler du rapport de la valeur de l'élevage des insectes. Est-ce que la Banque mondiale dit aux gens de manger des insectes ou c'est plutôt pour le fourrage, pour les animaux? Très bien, merci. Merci Simon. Très bonne question. Je vais commencer par vous dire, et j'ai écouté Dorothy, la réponse, c'est que l'élevage des insectes est très intéressant, c'est une nouvelle possibilité, vous le savez, en particulier pour l'Afrique, comme on vient de nous le dire, c'est une source de croissance, de création d'emplois, et c'est également un impact positif sur l'environnement face à la crise climatique. Donc, quelques milliards de personnes, d'ores et déjà, consomment des insectes au quotidien. Et comme Dorothy l'a dit, c'est donc un approvisionnement qui est sous stress. L'élevage des insectes permettrait ainsi à ceux qui les consomment d'ores et déjà d'avoir accès à un approvisionnement constant qui serait plus sûr, plus sain et donc qui ne serait pas épuisé parce que pour l'instant, c'est ce que l'on épuise, l'environnement. Et au niveau local, on s'y intéresse beaucoup, vous le savez, pour les protéines alternatives. Alors, tout ce qui est plantes, pour remplacer ce qui est les protéines animales. Il y a possibilité également de consommation supplémentaire de protéines. Bien sûr, ceci valorise les possibilités d'emploi pour l'élevage notamment. Et ce qui est très intéressant pour l'élevage des insectes, c'est de remplacer d'autres formes, par exemple la farine de poisson ou encore le soja. Donc, il y a des marchés de consommation supplémentaires, il y a un intérêt porté aux protéines et ainsi également la substitution des protéines animales. Donc, ce sont là de nouvelles possibilités d'emploi et d'entreprise. Tadashi, vous êtes de retour. Vous avez dit pourquoi vous avez commencé l'élevage, étant donné les problèmes que vous avez vus sur le marché. Dites-nous comment cela fonctionne, comment cela marche. Vous nous avez parlé, donc, par exemple, des déchets dont vous vous servez pour nourrir les insectes. Quels sont les insectes que vous élevez, comment vous le faites et quels sont vos clients? Alors, nous avons les mouches noires qui sont les premiers insectes. Dorothy vous en a parlé tout à l'heure. Nous avons commencé par les mouches en 2018, 2 kilos. Aujourd'hui, nous avons 1 tonne métrique par jour. Pourquoi les mouches noires sont intéressantes au niveau alimentaire? Tout d'abord parce que c'est des déchets dont elles se nourrissent, ce qui veut dire qu'il y a recyclage des déchets avec un système alimentaire et nous avons fermé l'écart
ensuite protéines de haute valeur. Le profil amino-acide est comparable aux autres par rapport au prix, notamment du soja, moins onéreux, bon engrais également. Donc, nous faisons des essais avec l'Institut agricole kényan, comment cela fonctionne, et mieux, 30 tonnes métriques qui nous viennent de tous les marchés de rebut, donc des transformateurs alimentaires. Nous en faisons une pâte, on alimente les mouches avec un taux de conversion très élevé sur 10 jours. Ensuite, on reprend les mouches et ceci revient directement aux agriculteurs ou encore aux producteurs. Criquets également, les sauterelles, donc consommation. Et nous sommes en train de développer des saveurs, par exemple avec du vinaigre, de la sauce barbecue, avec du sel également. À partir de ces saveurs supplémentaires, nous avons développé un produit sur le marché avec J-Quartz. Il y a un porridge, nous donnons les saveurs, on fait des essais pour les enfants, notamment pour la malnutrition et également pour l'amélioration pondérale des enfants d'école. Et c'est une jeune industrie encore, nous essayons de savoir comment faire, encore nous en sommes encore aux essais. Et quelle était l'autre question? Vous avez parlé de vos clients, c'était la dernière chose que je voulais savoir. Vous en avez parlé tout à l'heure, les problèmes dans ce secteur. Quelles sont les grandes difficultés auxquelles vous avez été confrontés pour mettre en place et également pour développer votre élevage d'insectes? Madame, je crois que vous n'êtes plus en ligne. Nous reviendrons à Madame. Il y a quelques problèmes de connexion. Eh bien, revenons peut-être à l'un de nos invités pour nous parler d'autres détails, les avantages de l'élevage des insectes et de l'hydroponie. Encore une fois, ceci convient tout à fait au lieu où il y a moins de ressources. Ressources, eau, espace, terre arable, et c'est là où de nombreux réfugiés se trouvent. Monsieur, vous connaissez bien le problème. Vous êtes commissaire adjoint des opérations au commissariat pour les réfugiés aux Nations Unies. Alors, ces technologies frontières pionnières seront utiles pour les réfugiés. Pourrez-vous nous dire de la situation de la sécurité alimentaire dans les lieux pour réfugiés dont vous vous occupez en Afrique et comment améliorer l'autonomie? Merci, merci Simon, et je vous salue tous. Et je remercie Jorgen. La coopération que nous tenons avec la Banque mondiale a modifié la donne en ce qui concerne l'inclusion des réfugiés notamment et l'amélioration de l'autonomie dans les communautés d'accueil dans le monde entier. Merci à Dorothy également, tout d'abord de cet exposé et d'avoir partagé avec nous cette discussion sur les insectes et l'élevage hydroponique. Pour la question que vous me posez, pour revenir à votre question donc sur la sécurité alimentaire, tout particulièrement pour les réfugiés, les 84 millions de réfugiés, de receveurs d'asile dans le monde entier, chiffre qui augmente étant donné la persécution, les conflits. Pour mieux comprendre la tendance, il faut souligner qu'il y a quelques 25,5 millions de réfugiés et personnes déplacées en 2011. Donc, vous voyez que le chiffre s'est multiplié par 3 en 10 ans. La sécurité alimentaire des réfugiés et autres personnes déplacées est précaire. Précaire pourquoi? Parce que c'est très souvent dans des conditions précaires que l'on vit, accès au sol, à l'emploi, accès à ce qui est protection sociale informelle et impossibilité de planification de l'avenir. Tout ce que je dirais aujourd'hui peut s'appliquer en fait aux personnes déplacées. En 2021, quelques 11 millions de réfugiés
sur 40 pays ont tiré parti de l'appui humanitaire pour les besoins fondamentaux, assistance alimentaire notamment, assistance financière, par exemple, de nos collègues du programme de l'ONU. Alors, si cette assistance alimentaire a progressé, étant donné une augmentation du nombre de personnes déplacées qui ont besoin d'être appuyées, il reste des carences. Par exemple, 60% d'augmentation de l'assistance financière ou alimentaire en certains endroits. Et donc, l'impact pour les réfugiés est bien plus importante que pour les populations d'accueil, car les opportunités sont moindres pour les besoins fondamentaux, y compris les restrictions sur la liberté de mouvement et de l'emploi, des droits à l'emploi moindres, moins d'accès au sol arable. 60% des réfugiés vivent dans des pays où il y a restriction des droits d'accès au sol pour l'agriculture et accès limité aux services financiers. Par exemple, une malnutrition chronique reste au-dessus du seuil de crise. Et ça, c'est une question de santé publique dans plusieurs pays pour les réfugiés Éthiopie, Tchad, Soudan, Sud-Soudan, Niger et Bangladesh. La pandémie du coronavirus a aggravé la situation des réfugiés et autres personnes déplacées. Alors, les sondages réalisés par nos services et la Banque mondiale dans 8 pays ont vu que l'accès à l'alimentation est une préoccupation grave pour les personnes déplacées et pour les familles d'accueil, et ce, pendant toute la pandémie. Les familles d'accueil ont pu certes avoir mieux accès en Djibouti, au Kenya, en Ouganda à l'alimentation que les réfugiés. L'insécurité alimentaire a augmenté la nécessité de protection au Tchad de l'Est. Étant donné l'assistance alimentaire réduite, moins de 50% des besoins qui sont couverts, avec des opportunités de moyens d'existence et accès limité aux terres arables, la malnutrition sévère a augmenté par rapport et dépasse 90%. La protection et les risques, y compris les migrations secondaires et l'exploitation sexuelle, sont là des stratégies négatives. Alors, ce que nous faisons pour améliorer l'autonomisation des réfugiés, tout d'abord, il faut souligner que 11 millions de réfugiés ont reçu l'assistance humanitaire. Bien d'autres restent seuls dans d'autres lieux et travaillent dans le secteur informel bien souvent, avec un impact grave sur des mesures des gouvernements pour lutter contre la pandémie, la réaction à ces besoins et en fait de demander la formalisation de leur rôle dans les économies et ce par le droit au travail. 60% des réfugiés vivent dans des pays où l'accès au travail est restreint et à l'ouverture des entreprises également, et 62% de ces réfugiés vivent dans des pays où l'accès est restreint à l'emploi formel, et d'être en mesure de contribuer à la protection sociale leur permettrait en fait d'avoir cet accès lorsque ceci est nécessaire. L'appui fourni aux réfugiés et aux personnes déplacées n'est pas soutenable dans les camps notamment. Et à longue échéance, comme c'est souvent le cas, les situations des réfugiés durent 17 ans bien souvent. Il nous faut ouvrir des partenariats, des possibilités sur le compact aux réfugiés qui a été adopté en décembre 2018 par l'Assemblée générale des Nations unies pour améliorer les possibilités de la sécurité alimentaire, des moyens d'existence pour les réfugiés. Et nous collaborons avec la Banque mondiale, avec la FAO, avec le secteur privé également, et bien d'autres encore pour déployer les investissements dans l'agriculture et pour les systèmes alimentaires pour s'assurer que l'inclusion des réfugiés soit un fait et une réalité. En 2 mots, où voyez-vous le potentiel de ces technologies pour améliorer l'autonomisation des réfugiés
Il y a des plans pour se servir, par exemple, de l'agriculture hydroponique ou encore de l'élevage d'insectes en Afrique. Oui, ces deux éléments sont des opportunités. C'est ce que l'on vient de vous dire, Dorothy, et également Talash. Et c'est là le potentiel dans le contexte des réfugiés, pour les réfugiés, bien sûr, et pour ceux qui les accueillent. Ces technologies peuvent donner résilience, possibilité des moyens d'existence, nutrition et des solutions durables face à la crise climatique, gestion des déchets, tout particulièrement là où l'eau et les sols sont des ressources qui sont rares. C'est très souvent le cas dans les sites pour les réfugiés. L'impact du changement climatique, notamment, c'est la rareté de l'eau et la contamination de l'eau, étant donné les inondations, les crues et autres conditions climatiques très importantes. Par exemple, au Malawi, la surpopulation des Azeleka, des camps de réfugiés, 51 personnes, et ce qui limite, les ressources y sont limitées, ce qui est une pression sur la gestion des déchets, du rebut, du fumier, tout ce qui est processus organique. Parallèlement, l'investissement dans l'agriculture et le développement, le solaire, l'irrigation et la transformation alimentaire a été appuyé par le Danemark notamment. Et l'amendement donc des sols est très important, la demande est très importante pour les réfugiés. On peut développer des solutions multisectorielles en utilisant les déchets biologiques pour améliorer les revenus et autres. Et avec nos partenaires, nous cherchons l'inclusion des réfugiés dans des programmes d'agriculture que l'on peut monter à l'échelle et qui sont bons pour le climat. Et il faut tenir compte l'agriculture est un secteur économique important en Afrique et représente 14% du PIB pour l'Afrique australe. Et en veillant à ce que les réfugiés aient accès à ces technologies, nous pourrons soutenir beaucoup de ménages pour qu'ils puissent avoir de meilleurs revenus, une meilleure santé, une meilleure nutrition. Et cela mènera également à une amélioration de l'éducation, de la dignité, de la liberté de choix. Et l'agriculture est un secteur qui est souvent mené par des femmes. Donc, en ce qui concerne les plans, quels sont nos plans? Pour revenir à votre question, comment utiliser cette technologie en Afrique? Nous utilisons nos ressources pour élargir l'élevage d'insectes en deux endroits où les insectes sont déjà utilisés pour l'alimentation, pour le bétail, au Zimbabwe et au Malawi. Et nous allons également commencer à travailler au Kenya. Par la suite, cette semaine, nos collègues vont aller au Kenya. Donc, ces initiatives ont lieu en collaboration avec les universités locales, les institutions de recherche et autres. Et nous voulons soutenir 75 réfugiés et éleveurs dans 3 pays. Pendant cette première phase, plusieurs initiatives ont déjà lieu, soutenues par le HCR et d'autres partenaires en Afrique et dans d'autres régions. Il faut plus d'investissement, plus de développement des capacités et plus d'environnement propice pour utiliser ces initiatives. Je donnerai 2 exemples. Au Malawi, il y a le coût élevé de l'alimentation pour le bétail qui est important et c'est une limite donc pour les éleveurs. Et donc, en cherchant une solution pour ce défi, le HCR et d'autres ont lancé un pilote pour produire de l'alimentation animale en quantité limitée, avec les ressources limitées. Il est possible d'avoir une montée à l'échelle pour aider davantage de réfugiés et le pays lui-même
Mais il faut un soutien technique, des recherches sur le marché et des ressources supplémentaires. Au Kenya, la demande en alimentation animale s'est accrue considérablement au cours des dernières années parce qu'il y a plus de demandes pour la viande et donc il y a des initiatives, notamment un projet dans un camp de réfugiés et à long terme et en recueillant, après avoir recueilli des connaissances et des données des 3 pays, nous voulons avoir une plus grande approche et aller au-delà de ces 3 pays. Merci. Merci Raoul. Talash, je vais revenir vers vous maintenant. Il y a toujours des problèmes avec la technologie. Il vaudrait mieux se réunir en présentiel, mais enfin, vous parliez de l'établissement d'un élevage. Et il y a quelque chose que Dorothée a mentionné dans ce rapport, le coût de l'alimentation animale à base d'insectes. Cette alimentation est moins chère que d'autres alimentations animaux. Et quelle est la comparaison, par exemple, avec le soja que les agriculteurs pourraient utiliser, les éleveurs? Eh bien, il y a des tendances très intéressantes au cours des dernières années. Si vous considérez la farine de poisson, elle a toujours été entre $1 et $1,60. Donc, c'est un entrant très coûteux, mais qui a beaucoup de protéines. Le soja a toujours coûté moins $1 jusqu'à l'année dernière. La Zambie produit beaucoup de soja en Afrique de l'Est et la Zambie a décidé qu'il n'allait plus permettre d'exportation de soja vers d'autres régions. Et ce qui s'est passé, c'est que le soja est passé de 88 cents à plus d'1,30 $ par kilo et donc il y a eu une augmentation immédiate de l'alimentation animale. Par exemple, la farine de poisson est passée à $30 par kilo. Et la bonne chose avec les mouches noires, c'est que le prix est très stable. Nous pouvons produire maintenant pour $1 cette alimentation animale. Et le coût continue à baisser, cela donne une stabilité et puis il y aura toujours des mouches disponibles tant qu'il y aura des déchets. Eh bien, le prix est évidemment important pour vos clients. Mais y a-t-il autre chose que vous dites à vos clients pour les convaincre d'utiliser votre alimentation animale basée sur les insectes plutôt qu'autre chose? Est-ce qu'il est difficile de convaincre les éleveurs? Quand nous avons commencé, moi, j'apprends de façon visuelle, donc j'ai dû voir le produit en action visuellement avant de commencer, mais nous travaillons dans une zone rurale où il y a beaucoup d'élevage de poulets et donc nous avons parlé à un agriculteur qui nous a prêté 10 petits cochons et nous avons commencé à les nourrir avec ces aliments pour voir si ce que l'on apprenait de la science sur Google et autres se passait sur le terrain. Et après 4 mois, l'agriculteur nous a dit « Venez voir les petits cochons ». Non, venez voir ces petits cochons. Et donc, il a pris un petit cochon et il l'a mis à côté d'un de nos cochons. Et nos cochons étaient plus longs et avaient plus de poids. Et donc, à 4 mois et demi, les petits cochons qui ont reçu 75% de protéines sous forme de mouches, ils étaient prêts à aller au marché. Ils pesaient 80 kilos. Ceux qui avaient été nourris avec d'autres alimentations ont été prêts pour le marché en 5 mois. Et puis, pour les criquets, nous les élevons également, mais les petits cochons prennent 5
6 à 8 mois pour être élevé. Donc l'éleveur a été très heureux parce que cela a réduit les intrants. Il pouvait produire plus de cochons par an. Et la meilleure chose, c'est qu'étant donné que les petits cochons ont pris du poids en rondeur, ils avaient moins de graisse et en général, et ils avaient moins de graisse. Donc l'agriculteur ou l'éleveur qui en général recevait $180 par cochon a reçu $300 par cochon. Donc il était très heureux. Et puis donc pour les éleveurs, il faut 4 semaines de moins. Et donc, les agriculteurs et les éleveurs parlent les uns aux autres et c'est ainsi qu'on a des clients. Il semblerait que vous ayez un client à vie maintenant. Et pour revenir rapidement à la chasse, quel est l'impact de votre élevage d'insectes sur les travailleurs, sur les communautés, sur vos clients? Quel a été l'avantage pour toutes ces personnes? Eh bien, nous sommes une équipe de 78 personnes et indirectement, nous avons créé 250 emplois au cours des 3 dernières années. Donc, il y a beaucoup d'emplois. Ce que nous voyons dans la communauté, c'est que les gens commencent à comprendre que les déchets n'ont pas besoin d'être jetés. Vous pouvez recycler votre mangue et autres. Donc, nous avons une économie plus circulaire, surtout pour les marchés. Tous ceux qui travaillent pour nous, eh bien, nous avons un peu la mentalité d'un culte. Ils croient en ce que nous faisons. Ils commencent à regarder les produits différemment pour savoir ce que l'on peut faire avec une tomate. Quels sont les autres insectes intéressants? Nous pensons maintenant peut-être d'élever des sauterelles. Cela est bon pour l'acide folique et autres. Donc, nous avons des innovations et en matière de politique également. Nous avons été une des premières entreprises à lancer ce projet. Nous avons dû faire face à beaucoup d'administrations. Heureusement, les personnes à qui nous avons parlé dans l'administration étaient très réceptifs. Les seuls insectes qu'on a le droit d'élever légalement, ce sont les papillons, mais c'est un règlement qui revient à 1980. Moi, je n'étais pas encore née à cette époque, donc il a fallu changer certains règlements pour créer un nouvel environnement au Kenya. Et pour quelques mots de la fin, je vais redonner la parole à Dorothée Werner, donc économiste à la Banque mondiale. Vous avez passé beaucoup de temps sur cette étude. Qu'est-ce qui vous a motivé? Eh bien, ce que me motive pour mon travail, c'est les millions d'enfants, de familles qui n'ont pas accès aux aliments que nous avons. Et la réduction de la pauvreté, il a été clair pour moi lorsque j'ai commencé à travailler, à voyager dans le monde pour voir des réfugiés, que ce sont probablement les gens qui souffrent le plus d'insécurité alimentaire dans le monde, comme Raouf l'a dit. Et ils ont beaucoup de compétences et beaucoup de réfugiés ont des connaissances en agriculture. Donc, ils recherchent des façons de commencer à produire des aliments à nouveau. Mais beaucoup de pays n'ont pas accès aux terres arables. Et voilà pourquoi l'hydroponie et l'élevage d'insectes sont deux technologies qui ne demandent pas de terres arables, d'eau. Et en plus, c'est à une petite échelle. C'est portable si les réfugiés veulent y aller ailleurs. Voilà ce qui m'a poussé à entreprendre cette étude. Dorothée, nous avons parlé du potentiel de ces nouvelles technologies. Y a-t-il des pays qui ont réussi à établir une industrie importante en matière d'élevage d'insectes? Et comment l'ont-ils fait? Oui, il y a des exemples. Un exemple, je pense qu'il y a un seul exemple de réussite en Corée du Sud. La Corée du Sud, à mon avis, est le leader industriel en matière d'élevage d'insectes. Et cela s'est développé tout à fait rapidement au cours des dernières années en 2019.
Ils avaient déjà établi 2500 élevages d'insectes qui produisaient des insectes pour l'alimentation animale, humaine et pour les médicaments. Ceci en une décennie. Ils ont créé des partenariats publics-privés, ils ont formé des éleveurs, on leur a donné accès à des exploitations, ils ont fait de la recherche et du développement et ils ont amélioré le marché pour les produits d'insectes. Et la recherche qui m'a vraiment intéressée, qui est en ligne avec ce que vous avez dit sur la nutrition pour les êtres humains et les animaux, c'est que des malades dans les hôpitaux consomment de la farine d'insectes dans le cadre de leur nutrition et ils ont récupérer plus rapidement que ceux qui n'ont pas eu accès à cette nourriture. Voilà pourquoi je suis vraiment enthousiaste à propos de l'avenir. Il faudrait que tout le monde soit impliqué dans tout cela. Voilà pourquoi je veux travailler avec Raouf et son équipe du HCR pour mener ce pilote en Malawi, au Kenya et au Zimbabwe. Je vous remercie. Merci, Doté, et merci à tous nos panélistes depuis une heure, Talash, Raouf Mazout et Martin Van Nieuwkoop. Dorté a parlé de la Corée du Sud. Et donc, pour terminer, je vais dire quelques mots de la Corée du Sud. Bonjour, je me présente. Je suis l'administrateur de l'agence de la Corée. Et l'Afrique subit une crise alimentaire grave en conjonction avec le changement climatique et le Covid-19. Dans ces circonstances, il est extrêmement important de tenir une manifestation pour publier un rapport qui vient d'être lancé pour résoudre le problème de la faim en Afrique. D'ici 2050, la population mondiale sera de 9 milliards d'êtres humains et il y a un risque de crise alimentaire étant donné l'accélération du changement climatique. Et donc, il nous faut une nouvelle alternative pour l'alimentation de l'humanité. Et pour ce faire, le monde se penche sur les insectes, une ressource alimentaire intéressante pour l'humanité à l'avenir. Les insectes comestibles sont des protéines et vont se développer à titre de ressources alimentaires en poussant l'efficacité alimentaire également. La Corée a découvert depuis longtemps la valeur des insectes et a développé ceux qui sont comestibles avec l'appui du gouvernement et du secteur privé. De ce fait, l'administration du développement rural dont je suis chargée a été en mesure de découvrir et d'industrialiser 10 types d'insectes comestibles pour les développer et produire de l'alimentation. Je suis ravie de coopérer avec la Banque mondiale et le projet de l'élevage des insectes et l'hydroponie en Afrique grâce à cette technologie et l'industrie pour les insectes. J'estime que les insectes seront une contribution importante pour régler le problème des carences alimentaires de l'humanité à l'avenir. L'administration du développement rural de la Corée promet de faire de son mieux pour résoudre le problème de la faim avec la Banque mondiale grâce à la technologie des insectes K. Ce faisant, j'aimerais vous offrir mes félicitations pour cette manifestation. Merci mille fois. Merci mille fois à notre collègue Benhu Park et son équipe de l'administration du développement rural en Corée du Sud. Nous avons qui a appuyé le rapport sur l'hydroponie et l'élevage des insectes en Afrique. Encore une fois, merci à tous nos participants, à tous ceux qui nous ont suivis également. Et vous allez pouvoir le revoir à la Banque mondiale et ce sera disponible pour le rapport en ligne si vous allez à Open Knowledge à la Banque mondiale et vous pourrez y trouver ce rapport. Nous vous remercions, nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir.